Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité électorale. Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité de cette journée. La solidarité est maître mot de l'action du Royaume et des initiatives royales à chaque fois qu'un pays frère et ami en témoigne le besoin. Une solidarité exemplaire, humanitaire, humaine et multiforme. Après le pont aérien et médical établi par le Royaume avec le pays du Cèdre, l'hôpital militaire marocain de campagne déployé sur place est devenu la principale structure hospitalière de la capitale libanaise. Rebond mondial de la pandémie du Covid-19, deuxième vague de plus en plus probable dans les mois à venir. Nous aurons peut-être à vivre pour de longs mois encore avec ce virus. Des vaccins sont promis pour la fin de cette année par plusieurs grandes firmes internationales. Le Maroc se ferait une place de choix parmi les pays qui seront les premiers servis. Et puis en fin de journal, nous poserons pied sur la corniche de Sidi Ifni. La ville est un véritable havre de paix. Nous nous intéresserons ce soir aux artistes peintres qui ont donné libre cours à leur imagination le long de la corniche, des peintures murales que nous découvrirons tout à l'heure. Et avant d'entamer cette édition, nous avons avec nous pour un éclairage sur le pourquoi de la détérioration de la situation épidémiologique due au Covid-19, le docteur Abdelkrim Ziane Belfqi, chef de la division de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Monsieur Ziane, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Direction d'abord le Liban, où plus de 10 jours après l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth, les images de solidarité marocaine envers le peuple libanais meurtri se multiplient. Aide médicale, denrées alimentaires et dispositifs anti-Covid. Une cargaison généreuse acheminée à bord de 20 avions sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Beyrouth. À cela s'ajoute la mise en place de l'hôpital médico-chirurgical militaire de campagne qui offre ses services médicaux au profit des personnes touchées. Retour sur ces actions humanitaires pilotées par le Royaume avec Mariam Lemessi. Lundi 10 août 2020, une semaine jour pour jour depuis que l'étendard du Royaume s'est hissé dans le ciel de Beyrouth, marquant l'ouverture de l'hôpital de campagne marocain. Tout y est pour prendre en charge les patients, bloc opératoire, unité d'hospitalisation, radiologie et de stérilisation, laboratoire et pharmacie. Une structure médicale sous tente, installée en un temps record, 24 heures. Nous notons de jour en jour une hausse des prestations fournies. Un contact fluide s'est naturellement établi entre le staff médical et les patients. Je tiens à féliciter chacun des membres de cette mission pour leur efficacité et leur sens d'adaptation. Malgré la tristesse, voir cet hôpital de campagne installé en si peu de temps et le travail colossal derrière m'a fait chaud au cœur. C'est une étincelle d'espoir qui naît pour le peuple libanais grâce au Maroc. À la date d'hier, déjà 3240 prestations médicales offertes, 1435 blessés soignés, 24 interventions chirurgicales effectuées, 81 analyses médicales et 165 examens au rayon X réalisés, en plus de la distribution gracieuse de médicaments à plus de 1200 personnes. Voici le bilan de 7 jours d'activité au sein de l'hôpital marocain de campagne de Beyrouth. Une précieuse main tendue pour le peuple libanais, prise en charge solidairement dans un temps où les prestations de soins dans la capitale coûtent une fortune. Tout s'est bien déroulé, nous nous sentons comme en famille, on s'est bien occupé de nous. Cela va bien au-delà de nos attentes. Nous sommes accueillis avec bienveillance. Les médecins ont fait le nécessaire dans un esprit d'humanisme, de respect et de sécurité. Notre hôpital est complètement détruit. Tout est rasé. Il ne reste plus rien. Nous allons transmettre tous nos malades dans votre hôpital pendant les 6 prochains mois, le temps de nous délocaliser.
La solidarité, fer de lance du combat humaniste. Le Maroc l'érige en maître mot pour contribuer à panser les plaies du peuple libanais sinistré. À côté des moyens de médecine militaire déployés, des centaines de tonnes d'aides alimentaires et de fournitures humanitaires ont été envoyées au plus grand soulagement des familles touchées. Toute notre gratitude au Maroc. Nous souhaitons tout le bien à ce pays altruiste et si généreux. Ce que le Maroc a fait pour le Liban est inégalable. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'aide qu'il nous apporte. Nous lui sommes très reconnaissants. Nous saluons le Maroc et son peuple pour ses innombrables qualités humaines. Le Maroc soulage les douleurs d'un peuple sinistré. Un généreux soutien pour faire renaître le cèdre de ses cendres. Situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. 1069 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 597 guérisons enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures, soit un taux de guérison de 69%. Le nombre de morts est passé à 681 avec 23 nouveaux décès enregistrés depuis hier 18 heures. Le total des patients Covid en situation grave ou critique s'élève à 189, dont 50 sont sous respiration artificielle. Le coronavirus sévit dans le monde entier et apparemment, nous devrions nous préparer à vivre avec. Aujourd'hui, les regards se tournent vers les firmes qui travaillent à la production de vaccins. Le Maroc, pour sa part, va participer avec certains pays aux essais cliniques multicentriques relatifs à la Covid-19 pour obtenir la quantité de vaccins suffisante et dans délai opportun. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb. Le sujet est signé Mohamed Aïtlishkar. La pandémie du Covid-19 connaît un rebond dans plusieurs pays du monde, avec de plus en plus d'informations scientifiques sur une éventuelle deuxième vague en perspective, en provenance cette fois-ci de l'hémisphère sud de la planète. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est la panacée, mais je dirais quand même la solution qui semblerait porter le brin d'espoir, c'est de trouver un vaccin. Plusieurs pays se sont bien sûr ont conjugué leurs efforts pour trouver bien sûr un vaccin dans des délais records, essentiellement avant la fin de l'année. Des vaccins sont en effet en développement par plusieurs grandes firmes pharmaceutiques de par le monde. En Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, avec des promesses de disponibilité de doses de vaccins dès la fin de cette année ou au plus tard, au début de 2021. Mais d'ores et déjà, une chose est sûre. Les doses de vaccins seront une denrée rare, très rare. Alors qu'en est-il des dispositions prises par le Royaume du Maroc à ce sujet? Pas plus tard que ce matin, le ministre de tutelle a tenu une réunion sur cette question justement. Le Royaume du Maroc, en mettant au centre d'intérêt la santé des citoyennes et citoyens, a conjugué aussi, a accompagné depuis le début bien sûr ces efforts-là, en contractant bien sûr des partenariats et aussi bien sûr des accords de coopération pour se positionner et avoir le vaccin pour le citoyen marocain en général. Sachant qu'il s'agit quand même d'une denrée rare pour laquelle il va y avoir un engouement. Le Maroc est déjà engagé dans l'acquisition de doses suffisantes de vaccins. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'engagement du Maroc est également au plan scientifique. Le Maroc, à l'instar de ce qui se passe à l'international, va participer aussi avec certains pays dans des essais multicentriques, du moment qu'il dispose bien sûr de l'arsenal réglementaire et juridique permettant d'encadrer tout cela, lui permettant premièrement de se positionner pour avoir la quantité de vaccins pour son citoyen dans les délais opportuns. Deuxièmement, ça va lui permettre aussi le transfert du savoir afin d'assurer dans des délais proches bien sûr une autosuffisance par rapport à la production du vaccin. Et c'est auprès de géants mondiaux de l'industrie pharmaceutique que le Maroc œuvre à l'acquisition de ce transfert de savoir, de ces technologies et de suffisamment de doses de vaccins dans les mois à venir.
Des tests sérologiques rapides dans les dispensaires de quartier ont été instaurés il y a de cela quelques jours. Un changement qui est censé baisser fortement la durée au cours de laquelle des cas non diagnostiqués et contagieux circulent au sein de la population. Oumaima Rabbi. Qu'est-ce que le test rapide Covid-19 ? Eh bien, c'est un prélèvement sanguin qui vous permet de savoir si votre corps a développé des anticorps ou pas contre la Covid-19. Désireux de le faire, voilà comment ça se passe. Une piqûre, prélèvement de sang, direction ce petit kit. 15 minutes après, le résultat est affiché sous forme de bande. Si le kit affiche une seule bande, c'est que vous n'avez pas développé d'anticorps et donc vous n'avez jamais été exposé au virus. Si le kit affiche 2 bandes, votre corps a été en contact avec le virus et a donc développé des anticorps. Dans ce cas, vous serez redirigé vers un laboratoire pour effectuer le test PCR. Où sont disponibles les tests ? Les tests sont disponibles dans tous les centres de santé primaire, c'est-à-dire des unités de soins de proximité, probablement le dispensaire de votre quartier. Des tests sérologiques pour identifier le plus rapidement possible, pour cerner l'épidémie, identifier, diagnostiquer, isoler et traiter la meilleure recette pour lutter contre la Covid-19, en plus évidemment des mesures barrières que sont le port du masque et la distanciation sociale. Alors c'est bien cela, docteur Abdelkrim Ziane Belfqi. Je rappelle, vous êtes donc chef de service, chef de la division de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Alors la situation épidémiologique est plus que inquiétante. Elle est alarmante, êtes-vous d'accord ? Oui, tout à fait. La situation épidémiologique dans notre pays, elle est à la fois alarmante, elle est aussi stressante, mais elle n'est pas désespérée. Elle est alarmante parce que les chiffres et les indicateurs dont certains sont dans le rouge, à savoir premièrement le nombre de cas positifs. Nous avons enregistré durant les 15 derniers jours, c'est près de 45%, du chiffre global qui dépasse les 43 000. Pour les 50% premiers, il nous a fallu 5 mois pour les enregistrer. Et les 22 000 autres, il nous a fallu juste 15 jours. Nous sommes à 13 000 cas actifs. Et ce chiffre, il est très important parce que les 13 000 représentent près de 56% de la capacité litière de notre pays. Donc c'est quelque chose d'alarmant. Troisièmement, en permanence, nous avons entre 140 et 150 cas graves qui nécessitent une prise en charge assez lourde et qui nécessitent une intervention en milieu de réanimation. Quatrièmement, je dirais que le nombre de décès, il est très très important. On enregistrait 2 ou 3 décès par semaine. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer entre 20 et 25. Deuxième qualificatif, elle est stressante. La situation épidémiologique, elle est stressante. Elle est stressante parce que tous les hôpitaux publics et aussi privés, ils travaillent dans un stress et dans une pression de l'apport est causée par ce nombre important de cas. Deuxièmement, elle est stressante aussi parce que les équipes médicales qui travaillent depuis plusieurs mois et n'ont pas eu le temps de récupérer. Elle est stressante aussi parce que il y a cette augmentation de mortalité et comme vous savez, la mortalité, ça casse un peu le moral des équipes et c'est quelque chose de très important. Mais elle n'est pas désespérée parce que le Maroc a toujours su réagir dans des conditions dans des situations graves. Les forces de ce pays ont toujours pu se rassembler. Le ministère de la Santé et le système national de santé a montré qu'on pouvait compter sur lui. Et les équipes médicales, elles sont là, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur militaire ou le secteur privé. Et on peut toujours compter sur le bon sens du citoyen marocain. Oui, mais alors comment expliquer la détérioration de la situation épidémiologique, surtout ces 3 dernières semaines ?
La pandémie, je crois que une pandémie dans un pays, la situation pandémique dans un pays, elle dépend de l'interaction de trois facteurs essentiels. Premièrement, c'est le premier facteur, il est viral. Est-ce que le virus, il est identifié? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il est virulent? Est-ce qu'il est très virulent? Est-ce qu'on connaît très bien les caractéristiques? Ou est-ce qu'il a changé ou pas? Dieu merci pour notre pays. Nous le suivons régulièrement. Et les études génomiques ont montré qu'il n'y a pas eu de cassure ou de changement important. Deuxièmement, c'est les mesures qui sont prises. Donc, j'ai parlé de trois facteurs. Facteur viral. Deuxièmement, les mesures qui sont prises et leur pertinence. Troisièmement, c'est quel a été le respect de la population vis-à-vis de ces mesures. Donc, l'interaction de ces trois facteurs donne le résultat sous forme de chiffres que nous sommes en train de recueillir. Je pense que pour les deux derniers, à savoir les mesures, la pertinence des mesures prises et le respect de ces mesures, il y a eu un manque ou un relâchement dans le respect de ces mesures. C'est ce qui prouve et c'est ce qui montre cette recrudescence des cas. Et permettez-moi de dire que pour une situation alarmante, une situation stressante, on ne peut pas mener ou avoir une vie sociale, familiale, économique tout à fait normale. Il faut toujours prendre des précautions. Et justement, pour faire face à cette nouvelle situation, le ministère de la Santé adopte de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus. Lesquelles? Il n'y a pas uniquement le ministère de la Santé. C'est le pays tout entier qui se prépare pour faire face à cette recrudescence des cas. Il y a un certain nombre de mesures qui sont autres que sanitaires. Vous les avez citées et on les voit sur le terrain, à savoir une restriction de déplacement, une restriction de déplacement dans certains quartiers qui ont été foyers, qui ont été le site de foyers épidémiques. Et il y a aussi des mesures sanitaires. Ces mesures sanitaires, ils ont une double approche. Il y a une double approche préconisée par le ministère de la Santé. Il y a une reformulation de la stratégie de prise en charge. Comme vous avez remarqué, la prise en charge jusqu'à présent était une prise en charge hospitalière. Maintenant, on va de plus en plus vers une prise en charge de proximité basée sur le système ou le réseau des établissements de soins de santé primaires ou de base ou le centre de santé de quartier. Il est très proche du citoyen. Cette approche, elle fait intervenir aussi le secteur privé. Le cabinet privé, qu'il soit de médecine générale ou de médecine spécialisée, il sera très sollicité avec le soutien, bien sûr, des pharmacies d'officine, qui sont des pharmacies de proximité aussi, pour, premièrement, identifier les cas qui sont probables, sensibiliser les gens sur les mesures à prendre et aussi faire transférer ces malades vers les centres de santé pour qu'ils soient justement pris en charge pour dépister. Et on va utiliser les tests dont vous venez de parler, à savoir les tests sérologiques au niveau des centres de santé. Deuxième approche, c'est une approche qui fait intervenir la participation du citoyen. C'est là où on a mis en exergue l'hospitalisation à domicile. C'est quand même quelque chose d'important, mais je pense que 85 à 90% des cas qui sont enregistrés, c'est des cas asymptomatiques, et il faut que le candidat, je dirais que le candidat pour cette prise en charge à domicile réponde à un certain nombre de conditions pour être éligible à cette prise en charge. Mais toutes ces mesures ne peuvent être suffisantes s'il n'y a pas une participation du citoyen dans le respect des différentes mesures barrières, à savoir le port du masque qui est devenu obligatoire, à savoir la distanciation très très importante dans tous les secteurs, et la propreté des mains et la localisation par Wiqaïtna si c'est possible.
Docteur Abdelkrim Ziane Belfqi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de la division de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Merci. Merci à vous. Nous prenons à présent la direction de la côte atlantique du Royaume. Nous posons pied à Sidi Ifni, à quelques 160 km d'Agadir. La ville est un véritable havre de paix. Sa plage est un paradis pour les amateurs de surf. Mais nous nous intéresserons ce soir aux artistes peintres qui ont donné leur libre cours à leur imagination. Et c'est le long de la corniche. Reportage Mohamed Nasseri, Oumaïma Ramli. À Sidi Ifni, la corniche arbore un tout nouveau visage. Des murs en couleur, l'engelée côte atlantique du sud. De l'abstrait au cubisme à un art plus simpliste, la corniche est désormais une galerie à ciel ouvert. Avec ces fresques murales, nous essayons de dynamiser la ville et par là même d'initier les plus jeunes à l'art. Une noble mission, car pour réaliser ce chef-d'œuvre, plusieurs artistes ont mêlé leurs pinceaux, différents styles, plusieurs écoles d'art et surtout des artistes jeunes et moins jeunes. Mais un seul but, faire de la corniche d'Ifni la destination pour les férus d'art. À travers ce projet, nous aspirons à faire de cet endroit un must pour les touristes. Sidi Ifni est une ville avec beaucoup de potentiel. Quand on aura terminé, je pense que ce site deviendra un espace de loisirs très convoité. Une initiative solidaire à son origine, des natifs de la région souhaitant faire connaître Sidi Ifni sous un nouveau jour. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, c'est à 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.